Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors voilà, je fais cette petite vidéo qui sera postée sur YouTube dans le but de vous parler un petit peu d'assurance vie. Alors l'assurance vie, tout le monde connaît, ou du moins tout le monde croit connaître. Moi, je vais vous expliquer certains détails de l'assurance vie qui sont pas forcément connus de tous pour mieux comprendre et pour mieux anticiper ce que va devenir l'assurance vie et quelles seraient éventuellement les possibilités pour le client que nous sommes via l'assurance vie. Alors d'abord, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Benoît, j'habite sur Grenoble. Ce qui va vous intéresser, c'est que j'ai été conseiller privé dans une banque et aujourd'hui, je suis conseiller financier chez un assureur. Voilà. Donc maintenant, je vais passer justement à mon explication de l'assurance. Alors, pour vous parler de l'assurance vie, je vais m'appuyer sur un PowerPoint que j'avais fait lors de mon mémoire de fin d'études. C'est un PowerPoint qui était intitulé, comme vous voyez, l'assurance vie est une mine d'or ou une bombe à retardement. Et donc, on va parler de tout ça. Alors, pour introduire la chose, il faut savoir que l'assurance vie, c'est aujourd'hui le portail de la diversification financière. La diversification financière, alors mon mémoire portait principalement là-dessus, c'était plutôt mathématique. Pour résumer dans les grands traits, c'est quelque chose que vous savez tous, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça s'applique principalement à la finance, c'est-à-dire qu'il vaut mieux investir sur plusieurs actions, sur plusieurs investissements différents, plutôt que sur un seul. Ça va permettre de réduire le risque. Voilà. Donc l'assurance vie, ça permet vraiment d'investir et de diversifier. Pour quelle raison? Parce que quand vous investissez sur une assurance vie, l'assurance vie, elle est découpée en deux. Il y a d'une part, le support euro, qui va être le support dit sans risque. C'est entre guillemets une sorte, alors j'expliquerai un peu plus par la suite, mais on pourrait le considérer un petit peu comme un livret qui rapporte aujourd'hui peu et de moins en moins, mais au moins l'argent est sécurisé. Et à côté de ça, vous avez ce que l'on appelle les unités de compte. C'est ce qui s'assimile en fait à l'investissement sur les marchés financiers. Les unités de compte vont être investies en fait directement sur des fonds. L'avantage, c'est qu'un fonds permet déjà une première diversification, puisque quand vous investissez sur un fonds, dans un fonds, le fonds, lui, est déjà investi sur plusieurs choses. Ça peut être par exemple tout un panier d'actions françaises, d'actions européennes, d'actions américaines, peu importe. Mais ça peut être investi sur plusieurs choses. Donc l'assurance vie va permettre d'investir d'une part dans un fonds qui est lui déjà diversifié, et en plus d'investir même sur plusieurs fonds. Donc vraiment de chercher une diversification. L'assurance vie est-il pour autant un placement pérenne dans le temps? On sait qu'on se peut se poser la question parce que l'assurance vie aujourd'hui, tout le monde en entend parler. Vous allez à la banque, vous allez chez votre assureur, on va directement vous parler d'assurance vie. Presque tout le monde aujourd'hui a une assurance vie. Mais est-ce que c'est vraiment important d'en avoir une aujourd'hui? À quoi ça sert? Et est-ce que son intérêt sera toujours le même dans quelques années? Voilà, ça c'est des questions qu'on va soulever. Et on va essayer d'y répondre en tout cas. Et j'avais utilisé une citation, donc une citation d'un grand financier américain, Warren Buffett, qui disait dans le monde des affaires, le miroir arrière est hélas toujours plus clair que le pare-brise. C'est très simple, hein. En effet, on sait toujours comment ça s'est passé, comment ont eu lieu les crises, par contre on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est à peu près comme partout d'ailleurs. Alors, pour vous présenter ça, je vais partir d'un plan en trois étapes. Dans un premier temps, on verra donc que l'assurance vie a plusieurs atouts, je les expliquerai. Ensuite, on abordera un autre sujet qui est l'avenir de l'assurance vie. Comme je vous le disais, c'était un PowerPoint qui était lié à un mémoire. Il a quelques années d'ancienneté aujourd'hui. Il reste à peu près à jour, mais il y a quelque chose que je ferai évoluer dans mon discours. Et puis, dans un troisième temps, bien entendu, je vous parlerai des éventuelles solutions que vous pouvez avoir justement pour pallier aux difficultés de l'assurance vie. Alors, ce qu'il faut savoir, l'assurance vie, comme je vous le disais, on est aujourd'hui principalement sur des assurances vie dites multi-supports. Les monosupports, ça n'existe presque plus. C'était des assurances vie sur lesquelles on pouvait investir que sur le fonds euro, que sur du support sans risque. Aujourd'hui, toutes les assurances vie sont du multi-support, tout ou presque en tout cas, qui permettent justement d'avoir ce fonds euro pour sécuriser l'assurance vie, mais aussi une partie investie, comme je le disais, en unité de compte sur les marchés financiers. La fiscalité, je ne vais pas trop m'attarder sur tout ce qui est fiscalité parce que ce n'est pas l'objet principalement de cette vidéo. Il y a quand même quelques petites notions à avoir, bien entendu, quand on parle d'assurance vie. Déjà, il y en a une qui est importante que je n'ai pas mentionnée puisque ça n'existait pas au moment où j'ai fait ce PowerPoint. C'est la nouvelle fiscalité de l'assurance vie qui a pris effet depuis le 27 septembre 2017. C'est une loi de notre président, M. Macron, qui a fait évoluer justement la fiscalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité qui est aujourd'hui en vigueur, elle s'ajoute à l'ancienne fiscalité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris complètement le relais. Parce que pour tous les versements qui ont été faits sur des assurances vie avant cette date, donc avant le 27 septembre 2017, c'est la fiscalité qui est inscrite sur mon PowerPoint qui s'applique. C'est-à-dire que si votre assurance vie avait entre 0 et 4 ans, on ne parle pas des versements qui ont entre 0 et 4 ans, c'est la date d'ouverture de votre contrat.
Et bien dans ce cas-là, vous pouviez opter soit pour l'ajout des intérêts si vous repreniez de l'argent, l'ajout des intérêts à votre impôt sur le revenu, IRPP, ou alors un prélèvement forfaitaire libératoire, qu'on appelle aussi le prélèvement à la source, de 35%. Je prends un exemple très simple. Vous avez ouvert une assurance vie avec 10 000 euros. 2 ans après, il y a 11 000 euros. Si vous souhaitez tout reprendre, ce sont uniquement les 1 000 euros, donc les intérêts qui ont été générés, qui vont être soumis à fiscalité. Ces 1 000 euros, soit vous les ajoutez à votre impôt sur le revenu, soit vous les soumettez directement le jour où vous reprenez un prélèvement à la source de 35%. Au-delà de ça, si votre assurance vie, maintenant, elle a 4 ans, je reprends mon même exemple, vous avez investi 10 000 euros, au bout de 6 ans, il y a 11 000 euros, eh bien, les 1 000 euros seront soumis soit encore une fois à l'impôt sur le revenu, soit un prélèvement forfaitaire qui est maintenant allégé à 15%. Et après 8 ans, le prélèvement passe à 7,5, sauf que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez le droit à un abattement de 4 600 euros pour une personne seule ou 9 200 euros pour un couple d'intérêts. C'est-à-dire que je reprends mon même cas, après 9 ans, vous avez 11 000 euros, alors vous en avez investi 10 000. Étant donné qu'il y a 1 000 euros d'intérêt, si vous êtes une personne seule, vous avez le droit à 4 600 euros d'abattement. Donc, on vient soustraire les 1 000 euros puisqu'ils rentrent dans les 4 600, et donc vous ne payez pas d'impôt. Voilà, mais depuis le 27 septembre 2017, donc le changement, l'assurance vie, la fiscalité en tout cas a été simplifiée, puisqu'elle est identique maintenant sur la durée de 0 à 8 ans, il n'y a plus 0, 4 ans, 4 ans, 8 ans, et maintenant le prélèvement, si vous voulez le prélèvement forfaitaire libératoire, il est de 12,8%. Donc c'est plus avantageux pendant les 8 premières années. Ça, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, alors on entend 30% avec la flat tax, en fait les 30%, si vous voulez, il y a les 12,8 de fiscalité et donc le reste, les 17,2 qui sont des prélèvements sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ancienne fiscalité, celle qui est indiquée sur le PowerPoint, il faut aussi ajouter les prélèvements sociaux. Je fais une brève parenthèse des prélèvements sociaux. Sur la partie support euro, elle sera prélevée, les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année, donc vous ne les voyez pas passer. Par contre, quand vous investissez sur des unités de compte, tous les prélèvements sociaux sont pris le jour où vous sortez de votre assurance vie. Donc parfois, ça peut être une surprise à la fin parce qu'il peut y avoir pas mal de prélèvements sociaux, si beaucoup de plus-value sur les unités de compte. Voilà. Et après 8 ans, les faits restent les mêmes qu'avant, même avec la nouvelle fiscalité, il n'y a pas de différence. C'est principalement pendant les 8 premières années, c'est simplifié, il n'y a plus qu'une fiscalité et qui est d'ailleurs préférable aujourd'hui. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'en fait, en fonction d'autres contrats, des contrats très anciens, il peut y avoir des choses un petit peu différentes. Là, ce n'était pas l'idée de parler de ça. Dernier point, c'est fondamental au niveau de l'assurance vie, c'est le seul placement financier en France qui permet de placer de l'argent, d'en garder le bénéfice, tout en profitant d'un avantage en cas de succession pour les bénéficiaires désignés. Donc déjà, vous pouvez désigner des bénéficiaires, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'avez pas envie de désigner vos enfants ou peu importe, vous pouvez mettre n'importe qui en bénéficiaire de votre assurance vie. Vous pouvez même mettre des sociétés ou des associations si vous avez envie. L'avantage, c'est que vous pouvez verser, si vous versez avant 70 ans, vous pouvez verser 152 500 euros par bénéficiaire. Je prends l'exemple où vous avez 3 enfants, vous voulez les mettre tous les 3 en bénéficiaire de votre assurance vie, vous pourriez avoir une assurance vie d'à peu près, j'arrondis les chiffres, à peu près 450 000 euros, sans qu'il n'ait à payer le moindre euro de succession. Parce qu'ils ont droit donc à 152 500 chacun. Par contre, sur les versements qui sont faits après 70 ans, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu moins bien, mais il y a toujours un abattement qui est 30 500 euros. Par contre, ce coup-ci, c'est pour l'ensemble des bénéficiaires. Je reprends le cas de vos 3 enfants, grosso modo, ils auront 10 000 chacun. C'est pas 3 fois 30 000. Voilà. Donc c'est un peu moins intéressant, mais il y a toujours cet avantage. Alors, maintenant, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est vous expliquer l'évolution de l'assurance vie et ce que ça va devenir. Alors, l'assurance vie, une chose fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près, encore une fois, je grossis les chiffres, mais à peu près 70 à 75% des assurances vie globalement en France qui sont investies sur le support euro, donc sur le fonds euro. Et le reste est sur les marchés financiers, mais il y a une petite partie sur le reste. Donc, quand on regarde les rendements d'assurance vie, on se penche souvent sur le fonds euro parce que c'est lui qui est prépondérant. Alors, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, je vous disais que le fonds euro, c'est un livret, c'était pas juste, c'était vraiment pour imager. Le fonds euro, vous voyez sur le PowerPoint en bas à gauche, il est quand même lui aussi investi, c'est-à-dire que l'assureur va capter des capitaux et va lui les réinvestir. Simplement, il investit sur des supports qui sont avec très très peu de risques pour pouvoir vous garantir, vous, une sécurité en tant que client. On va voir que, on le voit d'ailleurs, les obligations qui sont principalement des obligations d'État, mais il y a aussi maintenant des obligations d'entreprise, des obligations corporate,
qui sont prépondérantes dans le support euro. Au-delà de ça, les compagnies d'assurance investissent aussi sur d'autres choses un peu plus dynamiques pour générer malgré tout un peu de rendement correct sur le support euro pour avoir plus qu'un livret A. Il y a de l'investissement sur des actions, sur de l'immobilier, du monétaire, vous le voyez. Voilà. Ça, c'était une moyenne, c'était fin 2013. Aujourd'hui, ça n'a pas tant changé. Ce sera un petit peu plus dynamique parce que les obligations rapportent de moins en moins et on va le voir. Alors, pourquoi l'assurance vie il est compliqué aujourd'hui, l'avenir en tout cas est compliqué de l'assurance vie. Là encore une fois, ça a un petit peu évolué. Donc, il y a des politiques qui ne sont pas tout à fait favorables. Depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, il y a des grosses politiques donc de la part de la Banque Centrale Européenne de quantitative easing. Le quantitative easing, c'est quoi? C'est tout simplement la Banque Centrale Européenne qui va faire, comme on dit vulgairement, faire fonctionner la planche à billets, c'est-à-dire qu'elle va créer de l'argent et avec cet argent, elle va racheter justement les obligations. Je ne vous explique pas le processus mathématique, enfin, c'est relativement simple, mais globalement, quand la Banque Centrale Européenne fait ça, eh ben, les obligations perdent de la valeur. Et aujourd'hui, on a vu que le support euro était principalement composé d'obligations. Alors c'est là qu'il y a une nouveauté, c'est que depuis fin 2018, la BCE a stoppé cette politique de quantitative easing, qui, malgré tout, reste une bonne nouvelle par rapport à l'assurance vie. Ça veut dire que moins on en fera, mieux ça devrait se porter. Par ailleurs, il y a eu des accords et des réformes, alors maintenant qui ont quelques années, mais qui sont extrêmement importantes par rapport à l'assurance vie. Ces accords ont fait suite à la crise notamment de 2008. C'était les accords de Bâle III et de Solvency II. L'idée principale, alors les accords portaient sur de nombreux sujets, par rapport à l'assurance vie, ça a été principalement d'imposer les compagnies d'assurance, donc qui géraient les assurances vie, de garder des réserves. Les réserves, à quoi ça sert? C'est tout simplement si demain les clients, que vous êtes et que je suis, demandons à récupérer l'argent sur nos assurances vie, que la compagnie puisse être en capacité justement de rendre tout ou partie, en tout cas une grande partie, des fonds qui ont été investis. C'est-à-dire qu'en fait, ça les impose tout simplement à ne pas tout réinvestir et donc de garder des réserves plus importantes. Forcément, si elles gardent plus de réserves et qu'elles investissent moins, eh ben, elles pourront aller chercher moins de rendement, puisque l'argent, entre guillemets, dort, et par conséquent, eh bien, c'est le client derrière qui aura un peu moins de rendement sur son assurance. Voilà, l'impact sur les rendements. On le voit, donc là, encore une fois, le graphique date un peu, vous allez me le dire probablement souvent dans les commentaires, mais la tendance reste la même. Depuis 2007, et même depuis bien avant, hein, si on allait voir plus loin, les rendements du support euro, je parle bien du support euro des assurances vie, baissent. Donc il était de 4,10 en 2007, aujourd'hui, en 2018, on a des rendements qui sont même vers les 1,8, pour vous donner une ordre d'idée des rendements moyens d'assurance vie. On est vers 1,8%. Donc ça continue de baisser. Et c'est ça qui fait plutôt peur. On va y revenir par la suite pour voir comment ça va évoluer. Ce qui est important, c'est comment ce sera demain et pas comment c'était hier. Voilà. Donc j'avais intitulé du coup un avenir sombre. On a vu malgré tout avec la politique de quantitative easing, ça va peut-être changer un petit peu. Il y a d'autres choses qui laissaient penser que l'avenir de l'assurance vie peut être un peu sombre. On a des supports euros qui sont structurés principalement par des obligations qui arrivent à échéance. Ça, c'est très important. Pourquoi ça baisse? Pourquoi les gens nous disent, bah écoutez, moi je ne comprends pas pourquoi il y a 10 années en arrière, j'avais une assurance vie qui était uniquement sur le support euro qui me rapportait du 6%. Aujourd'hui, le support euro me rapporte 1,8. Comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. Les obligations, je vous explique comment ça marche. Une obligation va durer en moyenne entre 8 ans ou 10 ans. Enfin, c'est bien souvent 8 ans ou 10 ans. L'obligation, on sait dès le départ, on sait dès le jour où l'obligation est achetée, le taux de rendement qu'elle va avoir. C'est-à-dire qu'une obligation peut rapporter 2, 3, 4, 5, 6, 8%, peu importe, mais on sait que ça va rapporter ça pendant 8 ans ou 10 ans. Or, dans les obligations qui composent les supports euros aujourd'hui, il y a des obligations qui datent, donc qui ont maintenant 7 ans, 8 ans, 9 ans, parfois même jusqu'à 10 ans, donc, et qui ont été émises dans les débuts des années 2010. À ce moment-là, les obligations avaient des taux de rendement qui étaient en effet de 4, 5, voire 6%. Donc c'était beaucoup plus facile, avec des obligations de ce rendement-là, de sortir des rendements pour les clients. Sauf qu'avec le temps, eh ben, ces obligations, elles arrivent à échéance. Et forcément, quand elles se terminent, donc l'obligation s'arrête, le rendement donc n'existe plus, le rendement de 4, 5, 6, et la compagnie va acheter de nouvelles obligations, sauf que les obligations aujourd'hui, elles rapportent plus du tout 4, 5, 6%, elles rapportent moins de 1%. On a des obligations sur 10 ans, aujourd'hui, l'OAT 10 ans en France, il est d'à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 0,3, pour vous donner un ordre d'idée.
Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué de gérer avec les obligations aujourd'hui, ce qui implique une baisse des taux de rendement du support euro.